Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. On ne cherche pas la perfection d'un système, mais la justesse d'un choix, celui qui appartient à la personne qui enfante. Pour son premier enfant, Julie choisit la maison de naissance. Un suivi global, une écoute attentive, une bulle de confiance précieuse. Pourtant, à travers cette belle expérience, elle perçoit aussi les limites d'un cadre parfois trop étroit, avec des critères d'éligibilité qu'elle pense contraignants. Pour sa deuxième grossesse, elle décide de s'affranchir de ces règles et vivra cette nouvelle naissance en Écosse après son expatriation. Là-bas, elle nous raconte que les maisons de naissance sont pleinement intégrées au système de soins. Elle y découvre alors une autre approche, plus souple, qui donne davantage de place au choix des femmes et à la légitimité de tous les types de projets. Un système bien différent, non sans défaut, mais qui aura offert à Julie la possibilité d'enfanter une deuxième fois en pleine puissance. Aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire. Bonjour Julie. Bonjour Julie et bonjour Capucine. Bonjour Julie, bienvenue dans notre podcast. Merci de prendre le temps de nous raconter ton parcours en maison de naissance. On est heureuse que ton expérience vienne enrichir cette collection de récits confiés ici. Mais avant que tu nous racontes le tout plus en détail, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans je crois. Je vis en Irlande, au milieu de l'Irlande. Et j'étais costumière, modiste en fait, surtout pour le spectacle. Et maintenant, je passé par une phase où j'ai surtout été maman et là je vais me réorienter, je sais pas si on peut dire ça, reconvertir pour devenir boulangère. Enfin, on fait ça toutes les deux en couple, on va dire. On fait la même transition vers un nouveau métier. Et du coup, je vis avec Sacha, mon épouse, et nos deux enfants. Alors Célestine qui a 4 ans et demi, qui est née dans la maison de naissance, et Zéphyr qui a 1 an et qui est né en Écosse. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Manala, donc c'est à Célestat, en Alsace. Avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance ? Alors, une maison de naissance, c'est un endroit le plus cosy possible, on va dire, dans lequel on peut accoucher physiologiquement avec au moins une sage-femme qu'on connaît déjà, avec qui on prépare la naissance, et qui est rattachée, qui fait partie, en tout cas en France, d'un hôpital. Voilà. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle thématique qui nous tenait vraiment à cœur, celle de l'inclusion, mais d'une certaine manière aussi celle de l'exclusion en maison de naissance. Ces lieux sont souvent décrits comme des espaces assez chaleureux, intimes, avec un suivi très individualisé qui donne le sentiment d'être pleinement accueilli dans son histoire, son identité et son projet de naissance. Mais il y a aussi une autre réalité dont on aimerait parler dans cette thématique, celle des critères d'acceptation, du risque d'exclusion en cours de grossesse, et de l'angoisse que ça peut générer chez certaines femmes ou certains couples. On a choisi de t'inviter pour discuter un peu de ces deux facettes. Toi qui as vécu un accouchement en maison de naissance, mais qui a aussi ressenti ce poids des critères et cette crainte aussi de voir son projet basculer. Et pour reprendre les choses par le commencement, on est curieuse de savoir qu'est-ce qui a mis les maisons de naissance sur ta route, à quel moment c'est arrivé dans ta vie et dans votre projet. Peut-être que c'est arrivé avant la grossesse et que ça a participé justement à votre suivi dès le début, ou est-ce que c'est arrivé en cours de grossesse, après être tombée enceinte ? Ma réponse, c'est toujours un peu rigolote parce que j'ai entendu parler de la maison de naissance pour la première fois à un rendez-vous à la mutuelle où le monsieur de la mutuelle me disait très fièrement qu'il avait donné de l'argent à la maison de naissance de Célestat. Donc je me suis dit, mais c'est quoi une maison de naissance ? Et il me l'a présenté en 3 mots, bien avant ma grossesse. Genre 5 ans avant, quelque chose comme ça. Et puis c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête. J'avais pas trop compris exactement ce que c'était, mais j'avais bien compris que
C'était un espèce d'entre-deux entre accoucher à la maison et accoucher à l'hôpital. Et du coup, quand j'ai été enceinte, ça c'est revenu et je me dis bah oui, je crois que c'est ça. Et je me voyais en pleine ville, je me voyais pas accoucher dans mon appartement avec la voisine au-dessus, en dessous. Enfin, c'était pas possible. Du coup, c'était évident en fait. Ce qui t'a attiré, c'est cet entre-deux, justement, entre la maison et l'hôpital que tu viens de nous décrire, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont attiré, justement, quand tu t'es réintéressée au sujet au moment de ta grossesse? Comme je connaissais pas énormément au tout début de ma grossesse sur les maisons de naissance, mais ce que j'avais vraiment compris, c'est que on allait avoir ce suivi global avec une Ouais. personne qu'on connaîtrait et qui serait là le jour de l'accouchement, parce que je trouvais ça complètement délirant qu'on accouche à l'hôpital avec des gens qu'on connaît pas. Ça me paraît incroyable. Même si j'imagine qu'il y a des sages-femmes qui doivent faire super leur métier, super bien, même dans ce contexte-là, mais quand même. Et puis la deuxième chose, j'avais aussi compris que j'aurais absolument besoin et envie de pouvoir être dans la position que je veux et tout ça, et la liberté de position la liberté de mon corps. J'avais aussi compris que ça, c'était OK en maison de naissance. Et quand on a parlé avec ta compagne, comment elle a accueilli ça? Est-ce que pour elle, c'était un choix aussi évident que celui que tu viens de nous partager? Ou est-ce que tu as dû négocier ou lui expliquer un petit peu les raisons de ton choix ou de ton attirance pour ce lieu? Non, elle a dit ouais, trop cool, et elle s'est renseignée avec moi. Voilà. Ah, tant mieux, tant mieux. Je demande parce que on fait face à des histoires où des fois le départ est un peu fastidieux, on va dire. On a beaucoup de chance souvent on est raccord sur nos idées. Bon, bah, c'est chouette. Par rapport à ce que disait Capucine tout à l'heure, dans l'idée justement d'aller en maison de naissance, on sait qu'il y a des critères d'exclusion. Dans les plus fréquents, ça va être est-ce que tu as eu une césarienne en amont, est-ce que c'est une grossesse gémellaire, ce genre de choses. Mais est-ce que tu as eu conscience dès le départ de cette, on va dire, liste non exhaustive des critères d'inclusion et ou d'exclusion, selon le cas? Ou est-ce que c'est venu petit à petit, et comment tu as vécu le fait qu'on te dise que justement il y avait potentiellement des risques d'exclusion même en cours de grossesse? On l'a su très vite au premier rendez-vous avec la sage-femme référente. Au premier rendez-vous, elle nous a même donné un pourcentage énorme de réorientation. Je sais plus si c'était ou transfert, mais qui était énorme. Et là, on s'est dit, Ouais. ouf, ok, bon. De toute façon, on n'avait pas pensé à d'autres choses, mais c'est un peu comme si on était un peu en apnée, on va dire, ok, on va prier que ça soit bon, quoi. Mais on le savait directement, elle était très claire directement. D'accord. Et après, ça a été vécu comme, parfois c'était un peu un stress quand même. Notamment quand on avait les échographies. Donc ça, c'était pas une sage-femme de la maison de naissance, c'était une autre sage-femme qui nous faisait les échographies dans son cabinet. Et elle nous mettait un peu la pression sur le poids du bébé. Et du coup, j'ai fait un régime très très strict pour surveiller la glycémie et tout ça. Mais pas parce que j'avais des problèmes de diabète, mais parce que voilà, il me disait il faut pas que le bébé soit trop gros, sinon ça passera pas sinon il passera pas, ou je sais plus, mais en tout cas sinon ça marchera pas pour la maison de naissance. Donc il y avait vraiment ce truc bébé trop petit, bébé trop gros. Et voilà, moi j'avais pas eu de césarienne, j'avais pas de jumeaux, mais j'avais l'impression d'un espèce de chemin très étroit et il fallait rester dedans, quoi. Ouais. Et après coup, j'ai eu l'impression d'avoir juste la chance que ça soit, parce que nous, ça a marché très bien. Mais je me suis dit, oula, c'était de la chance aussi, quoi. Est-ce que tu as eu des sentiments d'injustice vis-à-vis de ça ou pas forcément? Non, je pense que c'est leurs règles. Et voilà, les maisons de naissance, c'est nouveau aussi. Voilà, leurs règles sont strictes. Est-ce que je trouve qu'elles sont justifiées? Ça, c'est encore autre chose, mais injustice, non. Mais après, voilà, par exemple, pour le deuxième accouchement, ça nous a pas convenu de continuer comme ça, pour ces raisons aussi. Oui. On en reparlera d'ailleurs un peu plus tard de ce deuxième choix que vous avez fait a posteriori. En tout cas, je précise aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui découvrent les maisons de naissance, c'est que tous les critères, typiquement l'exemple du poids, ne sont pas strictement les mêmes d'une maison de naissance à l'autre. Donc faut pas hésiter à se renseigner aussi. Et aussi pour précision, malgré tout, les fourchettes, en fait, on a ce sentiment, comme tu dis, d'un chemin assez étroit sur lequel il faut avancer, mais les marges font partie quand même des grandes moyennes. Donc, si a priori c'est une grossesse normale, on va dire, sans pathologie chez la maman ou le bébé, ça devrait pouvoir se poursuivre. Alors, ça veut pas dire que ça ne crée pas des stress, ça ne crée pas des peurs, hein, on est d'accord là-dessus. Mais disons que, par exemple, pour le poids du bébé, c'est à
4 kilos, certaines maisons de naissance, c'est 4 kilos 2, 4 kilos 3. Bon, c'est pas non plus, on va dire, tous les bébés qui naissent à 4 kilos 3, quoi. Donc voilà, on sait jamais que des personnes qui nous écoutent d'un coup se questionnent là-dessus. Vraiment, demandez à vos sages-femmes. Pour les critères qui correspondent à votre suivi, c'est très important vu qu'ils sont pas identiques partout. Oui, là, je fais un peu peur avec mon ressenti, mais c'était pas un stress quotidien non plus, voilà. Et en effet, c'est beaucoup plus large que ce que je dis là. Ouais. Il n'empêche que c'est intéressant et important que tu le dises parce que c'est la raison de cette thématique et que c'est quelque chose qu'on a souvent relevé à travers les récits qu'on a recueillis. Donc c'est non négligeable. À savoir en plus, comme tu dis, pourrait se questionner le fait qu'on soit d'accord ou pas ou qu'on comprenne ces critères. Et pourquoi les critères sont actuellement variables aussi, c'est parce que c'est dépendant de la maternité avec laquelle est fait le partenariat. Donc toutes les maternités n'ont pas les mêmes critères en fait en ce qui concerne les réorientations et les transferts. C'est pour ça en fait qu'il y a des données variables qui, on l'espère, un jour seront lissées à l'échelle du territoire français, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc c'est trouver justement le meilleur équilibre dans tout ça et c'est un réel stress pour les couples qui font le choix de la maison de naissance. Et parfois il y a même une différence entre les normes européennes et les normes françaises aussi qui peuvent questionner aussi, quoi. Exactement. J'imagine que le stress, il dépend aussi de l'ouverture qu'on a à être ok d'accoucher finalement à l'hôpital ou non. Oui. Parce que nous, moi j'avais très peur de l'hôpital, donc ça aide pas. Même si on a essayé d'apprivoiser l'idée que ça puisse arriver, puisqu'on savait qu'il y avait quand même des chances. Mais même comme ça, voilà, on n'en avait pas du tout envie. Et j'imagine que si on y est plus ouverte, ben pourquoi pas. Oui, comme tu dis, le deuil est moins rude très probablement. Et il y a aussi cette dimension, tu cites cet exemple qui est intéressant, c'est qu'en fait on est amené à côtoyer d'autres professionnels de santé en dehors des sages-femmes de la maison de naissance et que parfois ces stress sont induits aussi par l'entourage personnel ou l'entourage professionnel tout au long de la grossesse. Ça aussi c'est une réalité à laquelle font face les femmes et les couples qui font ce genre de suivi. Et ça peut jouer sur, comme tu dis en fait, le stress qui va nous envahir ou pas dans notre projet. Quand bien même on en est convaincu, il y a toujours des moments où on peut se poser des questions. En tout cas, est-ce que une fois que tu avais fait ce choix, que vous étiez tout à fait raccord avec cette idée, que vous êtes lancé dans ce suivi de grossesse à Manala, est-ce que tu ou vous aviez des attentes particulières en ce qui concerne vraiment ton accouchement et on va dire le début du déroulé de la grossesse, en tout cas la première partie de ta grossesse? Sacha, elle voulait aussi allaiter, mon épouse, et du coup, ça c'était quelque chose qui était pas dans ce qu'elle propose habituellement, j'imagine, les sages-femmes. Mais on a aussi un peu, on a demandé de l'aide en fait pour ça, pour préparer son allaitement induit. Et du coup, il y avait une des 3 sages-femmes qui nous suivait, qui était vraiment très calée sur l'allaitement, et du coup, qui nous a bien aidés en fait pour ça. Elle était familière de l'allaitement induit ? Non, pas spécialement. Mais elle était passionnée de découvrir ça avec nous, en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'elle l'a pris comme ça, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est réjouie de nous accompagner là-dedans. Est-ce que en quelques mots, tu pourrais expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Mais pardon, j'ai dit ça comme ça, mais en fait, même si on n'a pas donné naissance, on peut, la plupart du temps, enfin parfois, je ne sais pas, on peut essayer en tout cas d'allaiter. Et c'est vrai qu'il y a souvent des couples lesbiens qui décident de partager l'allaitement. Donc c'était un peu notre idée au début. Et du coup, Sacha a essayé en tirant son lait, en fait, avec un tire-lait assez puissant. Un bon tire-lait, quoi. Donc il faut tirer, je crois qu'elle devait tirer 8 fois par jour, enfin quand même un vrai truc. En amont du coup de la naissance. En amont de la naissance, voilà, c'est ça. Combien de temps avant ? Genre c'est vraiment beaucoup de mois ou... On peut commencer 6 mois avant, quelque chose comme ça, mais nous on s'est pas pris aussitôt. On a commencé ça au moment de la vraie préparation à la naissance, où il y avait à peu près presque 2 rendez-vous par semaine au 7e mois. Et du coup à ce moment-là, elle a fait ça. On peut aussi faire avec des médicaments. Et du coup, on a décidé de ne pas faire avec les médicaments. Elle n'a pas spécialement réussi, mais on peut pas dire qu'on a, après, en y réfléchissant, est-ce que avoir du lait, est-ce que c'est ça la réussite? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas partagé la partie nutritive de l'allaitement, mais elle a pu allaiter câlin, on va dire, faire des tétés câlins. Elle n'a pas eu tellement de lait ou quelques gouttes. Mais en tout cas, l'expérience était intéressante et ça, c'était quelque chose qu'on a demandé en fait aux sages-femmes. C'était pas prévu dans leur protocole. Mais c'est chouette qu'il y en ait une qui se soit, comme tu disais,
passionné par le sujet et pu être ressource et soutien dans ce projet. Quand tu parles de médicaments par rapport à ça, je voudrais savoir si c'est vraiment de l'ordre d'un traitement ou si c'est plus homéopathique. Je pense que les deux peuvent exister. Alors, Sacha, elle Ok. prenait toutes sortes de plantes et de, de plein de choses possibles. Et sinon, il y a les femmes qui le font. Par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui adoptent et il n'y a pas une autre maman en hyperlactation comme j'étais à côté qui a plein de lait à donner. Donc voilà, elles veulent vraiment en avoir du lait. Et dans ce cas-là, elles prennent, c'est de la domperidone, c'est un médicament anti-nausée, je crois, et un effet indésirable après qui provoque de la lactation. Et donc la plupart du temps, c'est ce protocole qui est pris. Ok. Voilà. Donc c'est des médicaments qu'on prend avec une ordonnance, mais c'est pas non plus quelque chose de dangereux. Enfin voilà. Oui, non, mais j'apprends quelque chose parce qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que tu parles d'homéopathie et vu que tu as utilisé le terme médicament, je voulais juste que ce soit clair Moi, je dans croyais mon que c'était esprit. des hormones, tu vois, des hormones féminins pour Ah booster, oui. tu vois, je pensais à des hormones. Et puis par rapport sur ce sujet, on peut aussi dire, apparemment c'est un peu un tabou, mais il y a des sages-femmes qui disent quand même quand elles voient les couples avoir le jour de la naissance du bébé, parfois il y a des papas qui ont des montées de lait. Oui, Ouais. comme ça va avec la couvade et tout ça, Oui. ouais, ils peuvent avoir certains symptômes. Voilà, donc tout le monde peut faire du lait en fait. Et moi, d'ailleurs, continuons sur le lait. Enfin, moi, avant d'être enceinte, j'ai eu du lait en fait, avant même d'être enceinte. Avant d'être enceinte? Ah ouais? C'est ça, Incroyable. voilà. Et les médecins m'ont bien fait peur et m'ont bien culpabilisé que c'était pas normal ou quoi, mais en fait, c'est pas grave et, et ça peut arriver, voilà. Ouais. Ouais. Mais Du coup, même tu devais en avoir beaucoup quand quand t'as allaité, alors en effet. Oui, mais juste pour rassurer, voilà, ça peut arriver et c'est pas grave. Ouais. non, il y a rien de grave. Mais oui. Moi, j'avais rencontré un homme à qui c'était arrivé. Alors, quelques gouttes, hein, de temps en temps, mais je m'étais dit, tiens, c'est intéressant. Ouais. Pas du tout un homme en plus en couple, en âge d'avoir un enfant ou quoi, hein, vraiment plutôt une situation à l'opposé de ça. Ouais. Mais du coup, intéressant. Et comme tu dis, il n'y a pas à s'inquiéter si jamais ça venait à arriver, qu'on soit homme ou femme. Avec tout ce que tu viens de nous dire et le fait justement que ce choix ait été accueilli et soutenu par les sages-femmes de la maison de naissance, on voulait savoir comment justement s'était passé ton suivi. Alors, au-delà, justement, là, on a traité particulièrement de l'allaitement, mais au-delà de ça, on va dire en général, comment vous avez été accueillis au niveau justement de ton histoire personnelle, de ton identité, est-ce que vous vous êtes sentis accueillis, incluses à tous les niveaux? Quelles qu'étaient vos envies, vos choix, vos peurs? Bah déjà par rapport au fait qu'on soit un couple LGBT, on était très stressés à la base en fait. Enfin c'était assez nouveau déjà quand on est annoncé à nos familles, comment dire, pas très open là-dessus en tout cas, qu'on avait ce projet de famille et qu'on était un couple. Enfin c'est allé très vite en fait tout ça. On avait vraiment des appréhensions, déjà on a trouvé à ce moment-là notre médecin généraliste, enfin d'annoncer la grossesse à chaque rendez-vous. On venait toujours à 2 et ouais, moi j'étais vraiment en tension là-dessus et puis finalement avec la médecin, ça s'est tout de suite apaisé. Premier rendez-vous à la maison de naissance aussi, pareil. Je me suis dit est-ce que ça passe ou ça casse et en fait ça a été très très bien. Et elles ont été vraiment formidables. Le trinôme qu'on a eu, on s'est jamais senti différente en fait. Donc il n'y a pas eu de sujet, vraiment pas. Et pour d'autres envies ou désirs pour ta grossesse ou pour le jour de l'accouchement, tu parlais de la liberté, par exemple, de position du corps. Tu parlais justement d'éventuelles peurs. Est-ce que tout ça, ça a été accueilli de la même façon? Oui, je pense que je leur faisais part de ces envies et les peurs qui allaient avec. Et je voyais bien que de toute façon, ce qu'elles proposaient me convenait aussi. Donc, non, ça allait, ouais. Et nous aussi, la peur qu'on avait, c'était par rapport à l'hôpital. Et donc ça, c'était une des sages-femmes qui nous a fait visiter en fait l'hôpital. On avait demandé et elle était très contente de nous le faire visiter. Et ça permettait de se préparer en fait, si ça pouvait arriver, de pouvoir s'y projeter. Donc c'était bien en fait de faire ça. Et je crois aussi que ça aide les maisons de naissance à montrer aux hôpitaux qui sont parfois un peu réticents, de dire regardez, nos patientes, elles sont ouvertes à visiter. Donc je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. À mettre un pied chez vous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et surtout qu'en plus, pour le côté patiente, il y a toujours cette chose où on a tendance à projeter des choses alors qu'une fois qu'on voit le lieu,
ça va apaiser aussi, enfin ça va concrétiser la peur, voire la canaliser, quoi. Ou pas. Oui, Oui, ou ça pas. dépend toujours. Mais Parfois on c'est disait une oh là là, on espère possibilité. qu'on restera dans la partie maison de naissance parce que c'est quand même un sacré contraste. Mais voilà. Oui, mais parfois c'est vrai qu'en rencontrant le personnel, on a déjà eu aussi des coups comme ça où on se rend compte que l'équipe est très accueillante parfois ou des choses comme ça et donc ça nous rassure aussi même si le lieu reste l'hôpital, reste Oui. plus impersonnel. Parfois Mhm. c'est l'équipe aussi qui radoucit Oui. Oui. qui radoucit le lieu aussi quoi. Tu nous parlais des appréhensions là, d'expliquer ton projet, enfin votre projet, aux professionnels de santé notamment. Est-ce que justement cette appréhension était teintée de vécu que tu avais pu avoir en amont par rapport à d'autres situations où tu t'es senti peut-être jugé ou excluse, ou est-ce que tu te dirais vraiment que c'est pas dépendant finalement du type de profession ou du lieu, mais plus vraiment de la personne avec laquelle tu es en train de communiquer? Alors c'est évidemment lié au fait que c'était rapide et que c'était en tension déjà avec nos familles, mais c'était en effet aussi pas directement pour des raisons de la composition de notre famille, mais en fait ça m'est quand même souvent arrivé d'aller chez des professionnels de santé et que ça soit un fiasco, une catastrophe, que ça puisse être humiliant et tout ça. Du coup, je me disais les deux combinés, qu'est-ce que ça va donner? Et c'était ça qui était stressant. Et notamment ce truc par exemple du lait là que j'avais du lait alors que j'étais pas enceinte. C'était une des nombreuses fois où ça ne passait pas avec des professionnels de santé. Et du coup, le fait d'aller au rendez-vous à deux, de toute façon, ça aide. C'est sûr et certain. Et aussi, faut tomber sur les bonnes personnes. Et là, en maison de naissance, c'était bon, quoi. On était avec une super équipe. Tant mieux. Ça, j'imagine, ça a favorisé le fait que les choses se passent bien tout au long de la grossesse et à l'accouchement. Bien sûr. On se demandait aussi si tu pouvais nous raconter un peu comment tu avais vécu la période proche de ton accouchement. Tout à l'heure, tu nous as dit à partir du 7e mois, s'ajoutent donc les séances de préparation à la naissance, en plus des consultations. Donc on est à environ, ce que tu nous disais, 2 séances mensuelles, sauf dans tes cas où c'est condensé dans la même demi-journée, on va dire. Et dans ces séances de préparation, il y a notamment le sujet du transfert. On en a déjà parlé plusieurs fois, ça faisait partie de tes craintes liées à l'hôpital, etc. Est-ce que tu peux nous raconter cette période qui est vraiment la fin de grossesse, comment tu l'as vécue et justement ces craintes que tu avais, comment elles ont été accueillies, comment elles ont été gérées au sein de ton couple, peut-être avec l'accompagnement des sages-femmes ou d'autres personnes en parallèle? Je crois que c'était 2 rendez-vous par semaine, donc c'était très intense et c'était le moment où on rencontrait les 2 autres sages-femmes principales. Donc on en avait une qui faisait la préparation vraiment chaque mois et après là, à ce moment-là, elle partageait en 3 la préparation à la naissance. Voilà. Alors je crois pas que le sujet du transfert ait été un sujet plus que ça et c'était peut-être pas une peur aussi incroyable que ce qu'on a l'air d'en dire là. Je crois que ça a été aussi une peur pour moi plus à la 2e grossesse de me dire ah non mais maintenant que je sais qu'on a réussi ça et que c'était pas gagné d'avance forcément. Pour la 2e, j'avais pas envie mais pour le premier bébé, c'était peut-être pas aussi aussi présent tout le temps. Ouais, il y a eu ce rendez-vous où on a pu visiter l'hôpital. Donc ça, c'est sûr qu'il y a eu ça. Mais sinon, je crois pas qu'on parlait tellement de transfert à ce moment-là. C'était plutôt le contraire, en fait. Elle me donnait vraiment plein de clés pour nous expliquer la physiologie, vraiment exactement ce qui se passe dans le corps et tout ça pour qu'on comprenne et qu'on sache exactement ce dont il s'agit. Et du coup, c'était plutôt au contraire, ça me mettait plus en confiance qui aide aussi à ce que ça se finisse sans transfert, en fait. Tout à fait. Du coup, c'était plutôt une bonne fin de grossesse? Oui, c'était super. Ouais. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Et tu te sentais prête, du coup, à aborder le jour J? Tu parlais de confiance, donc j'ai envie de dire en confiance. Ouais. Le chemin de confiance, on va dire, c'était un gros truc pour moi, de me dire de travailler sur les peurs, de la douleur, de lâcher prise et tout ça. Et ouais, je m'y préparais petit à petit. Après, se dire qu'on est prête à devenir parent, enfin accoucher, je ne sais pas. J'étais curieuse de l'accouchement, mais prête, je ne sais pas. Enfin, notre Célestine, elle est arrivée le jour du terme. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était sûr qu'elle arriverait avant. Donc à la fin, ça semblait quand même long, mais on peut pas dire qu'on était prête. Et même, pour réaliser qu'on est parent,
Je crois que je suis assez lente, mais je crois que j'ai réalisé que j'étais une maman 3 mois après sa naissance. Donc voilà, pour dire à quel point on n'était pas vraiment prêts. Oui, ça, chacun son chemin, je crois. Oui. Du coup, maintenant qu'elle avait été très attendue, il y a un moment donné où elle s'est décidée, donc le jour J. Est-ce que tu nous raconterais comment s'est passé le jour J? Mais déjà, c'était le jour où on devait aller à l'hôpital pour ce rendez-vous du jour J, justement, là, du jour du terme, où j'avais vraiment pas envie d'aller. Et du coup, c'est bien, Sacha a pu téléphoner et annuler le jour même quand j'étais en train de donner naissance. Donc ça, c'était bien. Les contractions ont commencé avant alors? Les contractions ont commencé dans la nuit, au milieu de la nuit. Et non, en fait, ça a commencé par la poche des os qui a fissuré. Donc, je croyais que je m'étais fait pipi dessus. Puis je disais, c'est bizarre, je me fais beaucoup pipi dessus. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais, voilà. Donc bon, et Sacha m'a dit, mais non, c'est pas ça. Et là, juste après ça, les contractions ont commencé. Et directement, j'ai commencé à vocaliser, en fait. On a fait juste la semaine d'avant, quelques jours avant, en fait, on a fait 2 séances de chant prénatal. Parce que j'avais dit à mes merveilleuses sages-femmes, ah, c'est vrai, je regrette un peu de pas avoir fait de chant prénatal. Elles m'ont dit, mais pas trop tard. donc on a fait. Surtout si le bébé est encore au chaud. C'est ça. Donc, on aurait pu le faire très en amont, mais non, on a fait deux petites séances avec une chanteuse qui est venue chez nous et qui nous a fait ces séances. Et en fait, ça m'a sauvé mon accouchement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça m'a tellement aidé parce que j'ai utilisé ça du début à la fin. Donc, dès que ça a commencé, j'ai fait ça et ça me faisait un bien fou de faire je faisais des ah ou tout le long. Voilà. Donc ça a teinté l'accouchement. Et oui, on a fait pendant quelques heures, on est resté donc toute la nuit à la maison, donc on n'a pas dormi. Et ensuite, on a pris le chemin de la maison de naissance en voiture, qui était à 3/4 d'heure de chez nous. On a été accueillis par une des sages-femmes qu'on connaissait du coup, et voilà. Donc après ça a continué là-bas. J'étais vraiment dans une bulle. Je voulais surtout que je sais que les gens qui font du chant prénatal disent oui, c'est bien, le compagnon, la compagne peut chanter avec vous et tout. Et donc, Sacha a essayé une fois, j'ai dit ah non, arrête, c'est mon truc. Donc c'était mes sons à moi. Et du coup, t'as vocalisé, t'es arrivée à la maison de naissance. Et du coup, qu'est-ce que les sages-femmes t'ont proposé quand t'es arrivée? Quand je suis arrivée, elle était toute seule et elle a été rejointe par une sage-femme de soutien que je ne connaissais pas du coup, qui est arrivée comme une petite fée, voilà, enfin toute douce pour nous aider. Et il y a eu un monitoring au tout début et puis ensuite, après ça, j'étais plus libre de mes mouvements, on va dire. Elles m'ont fait un bain. Il m'a fait couler un bain bien chaud, où j'ai été 2 fois, et j'ai passé quand même la plupart des contractions, en fait, dans ce bain. On me massait, Sacha me massait, et moi, j'avais besoin que les sages-femmes soient tout le temps avec moi. Ça veut dire parfois, je disais, il faut boire, je crois que je disais ça. Elles allaient me chercher un verre d'eau, et là, je me sentais abandonnée. Je me disais, oula, non, mais en fait, j'ai besoin de Sacha et des 2 sages-femmes tout le temps avec moi. En fait, j'avais besoin de ma petite équipe collée. Et entre les contractions, je m'endormais, je me souviens, même dans la piscine, elle me tenait un petit coussin pneumatique. Ça, c'est très pratique d'avoir pour pas que je tombe dans l'eau. Mais oui, je m'endormais. J'étais vraiment super endorphinée. Voilà, il y avait ça. Je sais que une des sages-femmes, la sage-femme de soutien, mettait le Doppler. Elle me demandait à chaque fois, mais elle le faisait d'une façon super discrète. Et je crois que l'autre sage-femme m'avait fait des touchés vaginaux. Où elle disait pas, ça elle m'avait prévenu à l'avance qu'elle disait pas à combien j'étais, et j'étais bien contente qu'elle me dise pas tout ça. J'étais aussi contente qu'il y ait de l'obscurité. S'il y avait le moindre rayon de soleil, je leur disais mais calfeutre-moi tout ça. Voilà, j'avais vraiment besoin d'être dans cette bulle. Et parce que ça a duré jusqu'à ce qu'il fasse jour du coup. Ça a duré jusqu'à l'après-midi, voilà. Ça a duré un peu plus que 12 heures, je crois. Ouais, ça a duré quelques temps. Et oui, là, au bout d'un moment, je suis sortie de la piscine et j'ai senti que ça changeait, en fait. Je pense, enfin, c'était la poussée qui arrivait, la phase de poussée. Et du coup, là, je m'étais mise à 4 pattes et petit à petit à genoux. Et du coup, le bébé arrivait dans cette position à genoux en 4 contractions, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, très rapidement, 20 minutes, je crois.
Enfin, moi, je comprenais rien. En fait, à chaque fois, je disais que je comprenais rien. J'étais beaucoup dans des peurs. Enfin, je crois que c'est normal. Elle me disait toujours que c'était normal. J'étais beaucoup à essayer de faire de l'humour aussi pour un peu me sauver de quelque chose. Ouais, quand je touchais, je disais, mais je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais, je comprenais rien. Et puis, oui, elle est sortie, Célestine, enfin, la tête est sortie en même temps que le corps, en fait, en une poussée. Et elle a fait une jolie rotation et elle est arrivée et enfin moi j'avais même pas compris qu'elle était là en fait. On m'a dit en fait ton bébé est né, tu peux l'attraper. Donc là j'étais en panique parce que je voyais juste je voyais flou et je voyais juste une boule violette énorme. Oui. Et j'ai dit mais il est énorme. Il est super gros, j'ai dit quelque chose comme ça. Et je savais pas si j'allais le prendre dans le bon sens. J'avais peur de l'attraper et que la tête soit à l'envers parce que je voyais pas. Parce qu'il faut savoir que du coup tu portes des lunettes. Je précise pour les gens, c'est pas parce que t'avais pris de la drogue. Non, ou alors c'est de la drogue de l'accouchement. Oui, c'est la drogue de l'accouchement, c'est clairement pas mes lunettes. Enfin, j'avais pas mes lunettes, j'ai été nue sans lunettes, sans rien, mais... Et le fait d'être endorphinée aussi, ouais. Normalement, j'aurais dû voir mon bébé quand même. C'était vraiment les endorphines, en fait. Ouais. Du coup, je l'ai attrapé en priant Enfin, j'ai obéi à l'ordre de l'attraper en priant que ce serait dans le bon sens. Mais la nature fait bien les choses avec la rotation. Enfin, c'était bon. Et après, je l'ai découvert dans mes bras et je me suis dit, ah oui, c'est bon, je l'ai pris dans le bon sens. C'est un bébé. et puis voilà. Puis elle ressemblait exactement à ce que je pensais qu'elle ressemblait. Enfin, j'étais pas du tout surprise. C'était naturel. Et puis, ils nous ont enveloppés d'une petite couverture toute douce et on nous a conduits il y avait un beau lit, comme dans une petite auberge cosy. Voilà. Du coup, après, on était posés au lit. Quand elle est née, Célestine, elle avait une petite cloque à la main parce qu'elle avait tété dans son ventre. Elle était prête à téter comme une warrior. Donc elle a tété direct. Et après, mon corps était vraiment, comment on dit? Assommé peut-être? Ouais, en tout cas c'était éprouvant pour mon corps. Enfin les sages-femmes étaient parties un peu pour nous laisser un peu d'intimité. Moi je lui ai dit non, fais-les revenir tout de suite. J'ai besoin d'elles et tout. Donc elles sont revenues. Elles m'ont fait des points de suture. J'ai déchiré un petit peu. C'était pas énorme, mais voilà. Et j'avais du mal à faire pipi. Enfin, il y avait plusieurs petites choses comme ça. Donc, pendant ce temps-là, Sacha a pris Célestine et Célestine a directement tété aussi chez Sacha. C'était très beau pour toute la famille comme moment. Oui, c'est une belle image. Ouais. Et oui, j'ai failli être transférée pour cette histoire de pas réussir à faire pipi. Et finalement, ça marchait in extremis, oui. Mais elle ne se voyait pas me faire rentrer chez moi, qui ne pouvait pas faire pipi. Oui, ça fait partie d'un des critères pour repartir chez soi, oui. Oui. Parce que j'avais beaucoup bu pendant cet accouchement. Oui, en plus. Et du coup, tu disais que tu avais besoin que tes sages-femmes soient tout le temps là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elles te proposaient? Qu'est-ce qu'elles faisaient à tes côtés? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Alors, il y avait surtout leur présence. Il y a eu un moment, la sage-femme de soutien, elle m'a proposé des compresses chaudes et c'était tellement bien. Ouais, proposer ça, c'est magnifique. Pour poser où? Pour poser sur la vulve. Oui, sur la vulve. Ouais. J'allais peut-être en bas du dos aussi des fois. Alors ça, Sacha, je crois qu'elle m'a massé du début à la fin sans relâche. Ouais. Je m'en souviens pas vraiment, mais je pense que ça m'aidait. J'avais des contractions qui faisaient très mal au bas du ventre. Ouais. Et oui, j'ai quand même eu, quand elle est passée, je pense que comme c'est arrivé vite, je sais pas, j'ai eu un peu le coccyx déplacé, je pense. J'ai eu besoin de l'ostéopathe en urgence à la maison après ça. Donc je pense que c'était un peu rapide peut-être. Et oui, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Souvent elle me rassurait en fait. Je communiquais beaucoup de peur et en 2 mots très concis. J'avais surtout pas besoin qu'on me parle beaucoup, mais elle me rassurait. Et sinon je m'accrochais à leurs bras qui ont dû avoir des bleus à cause de moi. C'était surtout une présence, quoi. Et puis oui, quand je savais plus trop comment me mettre, elle me proposait elle me disait, tu veux essayer cette position, tu veux essayer une autre. Ça, c'était soutenant, en fait. C'est ce que j'allais te demander, vu que t'as dit que ça s'était passé en plusieurs phases, qu'il y avait eu un temps dans la piscine, puis un temps à 4 pattes, puis un temps à genoux. Est-ce qu'elles ont participé à ça? Parce que, comme tu disais, il y a la liberté de mouvement, mais il y a après, quand on est pris dans l'accouchement, des fois, on ne sait plus parce qu'on est embarqué dans ses sensations, dans les vocalises ou en tout cas dans ce qu'on est en train de vivre. Et souvent, on entend dire que les sages-femmes peuvent induire ou aider à déplacer la femme, à chercher justement quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, agréable. Confort, oui. Oui, confortable.
Oui, je pense que moi, je leur demandais, en fait. Parfois, je disais, non, mais là, c'est horrible, cette position. Et donc, elles me proposaient autre chose. Alors, parfois, je disais, ah, bah, c'était génial. Ça m'a aidé. Et puis, parfois, je leur disais, ah non, c'est pire que tout. La prochaine contraction, on la fait pas comme ça. Mais du coup, elles me proposaient des choses quand moi, je leur demandais, en fait. Et sinon, pour le bain, d'être dedans ou d'en sortir, je pense qu'au bout d'un moment, j'avais dit, bah, non, là, j'ai envie c'était moi qui avais demandé de sortir, quoi. Et oui, Célestine n'est pas née dans le bain, elle est née par terre, du coup. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais notamment de pouvoir uriner avant de partir. Parce qu'il faut savoir que du coup, ça fait partie des critères pour pouvoir repartir chez soi, parce qu'en maison de naissance, comme on le dit souvent, il y a un retour précoce à domicile. Comment s'est passé le retour? Est-ce que du coup, donc tu disais que t'avais pu finir par uriner, donc pas d'intervention quelconque, c'est ça? Si elle avait fait une petite sonde en fait pour m'aider, mais c'était tellement énorme ce qu'il fallait faire de pipi que ça suffisait pas en fait. Après, elle m'a aidé elle allumait tous les robinets pour faire le son de. Et je me disais mais c'est la catastrophe de gâcher toute cette eau. Ça me mettait la pression. Et j'étais sous la douche, ça a aidé en fait. Au bout d'un moment, j'ai réussi et on a pu repartir. Comment s'est passé ce retour à domicile? Moi, j'ai l'impression que mon corps était encore un peu meurtri quelque temps. C'est aussi rude le moment où je sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain, mais où Sacha a dû retourner à Célestat. Du coup, on habitait à Strasbourg. Refaire les 3/4 d'heure là pour aller là-bas en me laissant à la maison avec le bébé, et moi je pouvais pas me lever comme ça, aller aux toilettes. Enfin, j'étais un peu... Ouais, quand je dis que mon corps était meurtri, c'était vraiment ça. Je pense que c'était aussi le coccyx et tout. Donc, bah ouais, qu'elles doivent partir pour aller déclarer le bébé à Célestat. Je sais pas, je trouvais ça hard on a 5 jours pour faire ça en France. Oui, après on a vécu en Écosse. Là-bas, on a 1 mois et demi, je crois. Et si on n'est pas dans les temps, c'est pas grave, ça peut dépasser. Donc, c'est pareil, pas du tout pareil pour le 12e bébé qui est né en Écosse. Tout le monde trouvait ça bizarre qu'on sache déjà le nom de notre bébé quand il était dans le ventre. Parce que les gens, ils prennent vraiment le mois ou plus pour réfléchir au nom de bébé. Du coup, ouais, c'est 5 jours en France. Ben, en fait, je trouve ça un peu hard quand on est loin de l'endroit de naissance. Ouais. Et du coup, heureusement, on a eu des amis qui sont venus. On a eu ma maman qui est venue pendant 3 semaines. Et donc le postpartum, on était quand même aidés. Et Sacha elle avait déjà arrêté de travailler presque 1 mois avant la naissance pour s'occuper de moi. Après, elle était là tout le temps avec moi en fait. Voilà, on avait cette liberté en tant que costumière de pouvoir choisir quand on travaille ou pas, dire non au prochain contrat. Et voilà, ça c'est un luxe. Ouais. Et finalement, c'est moi qui ai repris à travailler 3 mois et demi, 4 mois, je sais plus. Ouais, non, 4 mois et demi de Célestine, que j'ai trouvé bien trop tôt, mais bon, voilà. Ouais. C'est petit, 4 mois et demi. On n'a pas l'impression comme ça, mais... Non, mais... Quand on le vit dans le quotidien, on se rend compte qu'ils sont encore tout petits, quoi. C'est ça. Et finalement, j'ai demandé un mi-temps, et un mi-temps, ça va encore. Mais, ouais. Plus adapté. C'est ça. Mais non, le début, c'était très soutenant et réconfortant, en fait, d'avoir les sages-femmes qui venaient à la maison, chacune leur tour. Enfin, j'adorais, en fait, que chaque sage-femme qui était là pour la préparation de cette grossesse et même celles de soutien sont venues au moins une fois chacune. Et ouais, c'est assez beau comme, je sais pas, j'aime bien cette façon de faire. Même pour donner le premier bain, ce qui était 1 semaine après la naissance. Enfin, tout était très doux. Et puis même le moment où elles arrêtent de venir, ça se fait aussi en douceur. Après, il y a cette rééducation du périnée qu'on peut faire aussi avec les mêmes sages-femmes. Enfin, je trouve très beau la relation qu'on peut avoir avec les sages-femmes de maison de naissance. Oui. On a de la chance, on a gardé un petit peu contact avec elles. Et on les a aussi revus il y a pas très longtemps avec notre tout petit, notre deuxième, et c'est joli que Célestine ait pu voir les sages-femmes qui étaient là quand elle est née. Enfin, je trouve qu'on a de la chance. Ouais. Est-ce que du coup, t'as pu leur faire part de ton mal-être physique? Est-ce qu'elles ont proposé des choses pour t'aider dans le postpartum? Oui, alors il y avait aussi beaucoup de mal-être physique qui était lié à l'allaitement avec l'hyperlactation. J'avais un rêve, c'est quand ça fait des jets de lait. Elle m'avait dit oui, pour le bébé, c'est un peu comme si tu mets un pommeau de douche au fond de la bouche. Alors c'est pas très rassurant, mais je m'étais dit ok, dans ce cas-là, faut vraiment faire quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça. Et ouais, j'avais beaucoup d'engorgement, donc c'était quand même très douloureux tout ça. Et donc la sage-femme qui était vraiment spécialisée dans l'allaitement, elle nous aidait beaucoup, enfin avec ce qu'elle pouvait faire. Hein, et après, pour mon corps qui était meurtri, on va dire, ça a été un peu plus l'ostéopathe et surtout du repos, quoi. Il y avait rien
des spéciales à faire. Puis c'était peut-être aussi juste le choc pour moi d'être devenue maman. J'en sais rien en fait ce qui s'est passé. Mais... Oui, après un accouchement c'est pas rien aussi, hein, ça prend tout le corps et c'est normal d'être meurtri aussi. Mais bon, comme tu as appuyé sur ce point, je me demandais voilà, notamment tu vois cette ostéo, tout le monde ne voit pas l'ostéo aussi rapidement et donc c'est qu'il y avait quand même nécessité à remettre les choses en place les premiers temps. Oui, et aussi la fatigue. Enfin, on a finalement pas dormi la nuit d'avant, et après on dort évidemment pas beaucoup quand on a ce petit bébé qui vient d'arriver. Donc il y a ça aussi. Et puis c'est quand même un marathon de donner naissance. Donc si en plus on n'a pas dormi la veille. Oui, c'est sûr, on met pas 3 jours à s'en remettre. Mais ça dépend des gens. Oui, non, c'est sûr. Oui, on a eu des femmes qui disaient que elles étaient déjà le bébé dans les bras, le cordon encore rattaché, prête à sortir comme ça. Ouais. Donc oui, c'est sûr qu'on vit pas tous la même chose, mais ça dépend de tellement de choses, que ça soit notre corps déjà à l'origine, que ça soit ce qu'on traverse pendant l'accouchement, du temps de l'accouchement, la position du bébé, enfin tellement de critères que c'est pas comparable, quoi. Par rapport à la délivrance, j'ai pas dit que ça c'était aussi un petit stress. Je savais que si on ne délivrait pas dans les 30 minutes, c'était transfert. Et donc finalement ça s'est fait dans les 10 minutes, et très facilement et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé les sages-femmes, elles nous avaient parlé du placenta. Elles nous avaient dit que c'était super doux, les membranes et tout, et donc on a pris le temps de le toucher ensemble. J'avais dit j'aimerais vraiment prendre ce temps et qu'elle me montre comment c'était et tout. Enfin, c'était trop beau de voir la maison du bébé ensemble. Enfin, j'ai bien aimé ça. Et c'est vrai que c'était aussi un petit stress avant. Je me souviens qu'elles devaient, dans leur protocole, me demander si elles voulaient que j'ai de l'ocytocine de synthèse pour la délivrance. Et j'avais été un peu... je crois que ça m'avait pas trop plu comme question. Ça m'avait un peu dérangée et je lui avais dit. Puis après ça, j'avais eu du mal à refaire confiance à la sage-femme. Je m'étais dit, mais pourquoi elle me pose cette question? C'était un peu compliqué là. Ça. Puis finalement, voilà, ça s'est bien terminé avec. C'était pendant l'accouchement la question? Non, la question pas du tout. C'était avant. Okay. C'était à la toute fin de la grossesse. C'est un gros sujet entre les maternités partenaires en fait et les maisons de naissance, la délivrance dirigée, et en effet toutes les maternités n'ont pas les mêmes exigences à ce sujet. Ouais. Et il y a des maisons de naissance qui ne le pratiquent pas du tout. Ouais. C'est sujet à réorientation, et d'autres maisons de naissance qui le font, donc en fait voilà, qui laissent le choix ou qui l'induisent. Certaines l'induisent exactement. Donc pareil, c'est vrai que c'est un gros sujet, et je comprends que ça puisse en effet te créer un doute et peut-être balancer ponctuellement la confiance ou la pertinence de cette question. Mais ça fait aussi partie des protocoles de certaines maisons de naissance. Oui. Finalement, c'est pas tant lié à toi qu'aux contraintes aussi auxquelles elles font face en tant que professionnelles. En fait, j'avais bien compris ça à ce moment-là, que c'était une question obligée, mais c'était peut-être le seul truc de tout le suivi où je me suis plus sentie en confiance, et je voyais bien que c'était pas sa faute à elle. Mais je me suis dit, mais quoi? Ça vient un peu gâcher le truc. Mais finalement, voilà, on n'a pas eu besoin de tout ça, et voilà, ça s'est bien passé. Mais j'aimais bien leur façon voilà, qu'on ait pris le temps de regarder ce placenta. Et de couper moi-même le cordon. Ça, je voulais aussi. C'est toi qui l'as coupé alors? Oui. C'est pas le cas de toutes les femmes. D'habitude, c'est le partenaire ou la partenaire. J'ai dit, c'est moi. Avec le recul, tout à l'heure, tu nous as parlé du fait de ce couloir un peu étriqué dans lequel on doit rester. Tu nous as parlé du jour J, tu nous as parlé du poids du bébé. Là, tu nous parles du placenta et de tous ces critères de risque de réorientation, de risque de transfert. Est-ce que tu dirais que le stress lié à toutes ces possibilités a marqué ton expérience, même si tout s'est bien déroulé? Ça a plutôt marqué mon choix pour le deuxième bébé de ne pas continuer comme ça, mais je vois pas la première grossesse et l'accouchement de Célestine comme quelque chose de stressant à cause de ça non plus. Okay. J'avais plus l'impression de me dire à la fin, enfin au début, ok, on a intérêt à rentrer dans les clous. Ok, voilà leurs règles. C'est génial, on a de la chance, c'est super les maisons de naissance, ça nous plaît. Enfin, je vois que ça nous plaît. Il y a plein d'avantages et tout ça. On a une équipe de fous. Enfin, on est super soutenus. On a l'impression d'être chouchoutés. On avait tout le temps l'impression de ça. Mais voilà, maintenant faut faire avec leurs règles. Et puis à la fin, bon, il y a eu ce petit truc où il fallait faire ce régime. Enfin, je dis un régime, mais faire attention au sucre et tout ça. On aurait pu ne pas suivre son conseil, mais on l'a suivi parce que je me disais c'est pas grave de pas manger de sucre, c'est bon pour la santé de suivre ce conseil, même si franchement c'était hard. Mais voilà, on l'a fait aussi. Donc ça c'était un petit stress, mais sinon on n'était pas stressé tout le temps en fait. Je me dis pas c'était une grossesse stressante à cause de ça, c'est pas le cas. Ouais. Non. Oui.
Et du coup, tu dis que ça a influencé votre choix pour le deuxième. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, pour le deuxième. Bon, le deuxième, c'était de toute façon une grossesse qui commençait dans le chaos, on va dire, dans le sens où, bon, déjà d'avoir un enfant quand on est enceinte, c'est déjà le chaos, on va dire, de base. Après, en fait, on avait décidé de s'expatrier une fois que je serais enceinte. Enfin, on avait déjà la date de départ, mais il fallait que je sois enceinte avant. Donc déjà, ça... D'accord. Donc, sachant que pour Célestine, ça a marché aussi du premier coup. Et pour ce deuxième bébé, donc pour Zéphyr, il y a eu 2 petites, comment on dit, des fausses couches spontanées, qui s'arrêtent tout de suite, que j'ai pas très bien vécu. Je trouve que c'est dur en fait ce temps-là où on essaye d'être enceinte et ça marche pas. Et je me dis mais les couples qui vivent ça tout le temps, qui mettent des années pour avoir leur bébé, et je réalisais à quel point c'est un tabou. Personne ne parle de ça, de cette attente là. Et nous on a de la chance que ça marche du premier coup pour le premier. Enfin, je sais pas, ça m'a semblé hallucinant en fait de rentrer dans ce monde stressant par rapport à la conception et ouais, à cette attente. Enfin, même l'attente pour les 2 semaines où tu sais pas si t'es enceinte. Je crois que c'est les 2 semaines les plus longues de ta vie et je savais même pas qu'on pouvait vivre ça. Enfin. D'ailleurs, tu dis que c'est un sujet tabou, hein, les fausses couches ou le deuil autour de la maternité et de la conception, voire même de la fausse couche plus ou moins tardive, hein, selon les cas de figure. Il existe malgré tout des podcasts. Alors, évidemment, quand tu ne t'intéresses pas au sujet, c'est pas les podcasts les plus en vogue, on va dire. Mais il y a des podcasts très intéressants sur le sujet, notamment Au revoir podcast de Sophie de Chivray qui a également fait un documentaire sur le sujet. C'est sans doute pas le seul, hein. C'est juste que j'ai pas toutes les références sous la main, mais n'hésitez pas à aller la trouver pour les personnes c'est le deuil que ça peut... périnatal. Oui, c'est En ça. grossesse et hors grossesse. Et vraiment, elle brasse plein de sujets autour du deuil périnatal et ça peut, je pense, être des bonnes ressources pour les personnes qui traversent ça. Ça, c'est tabou. Et après, il y a ces espèces d'attentes là. Enfin, j'imagine quand tu essayes de concevoir un bébé et que ça marche jamais, il y a aussi le temps où tu attends entre chaque. Et ça, je sais pas si c'est tabou, mais c'est juste personne n'en parle. Alors qu'en fait, c'est quand même un sacré truc. Ah oui. Et ce que tu dis, c'est ce côté assez interminable pour quelques jours finalement à l'échelle d'une vie, mais qui sont tellement intenses à vivre. Pour un cycle, mais quand on imagine pour 10 ans, ou je sais pas. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est même juste un cycle, en fait. Chaque fois que ça ne marche pas, c'est le deuil de quelque chose que tu dois faire, même si c'est un petit deuil, si c'est peut-être, tu t'en remets plus facilement que tout un tas d'autres deuils, ça reste un deuil d'un projet que tu étais en train de monter là maintenant pour là maintenant, quoi. C'est ça. Donc à chaque fois, c'est ça que tu te prends dans les dents, et donc plus ça se réitère, plus tu te le prends dans les dents, moins t'as d'espoir et plus c'est compliqué. Ah mais nous on n'était pas du tout là-dedans, on était dans le contrôle maximal parce qu'il fallait tomber enceinte avant telle date. C'est ça. Bref, une petite parenthèse. Ouais, voilà, on devait être enceinte avant de partir, on s'est expatrié en Écosse. C'était une sacrée contrainte. C'était affreux. Du coup, t'es tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, oui. Et vous êtes on est parti. On avait les tickets, on allait partir, mais en fait du coup nous on a conçu nos enfants avec un donneur qui est un ami, qui était en Allemagne, et nous on partait en Écosse, donc ça aurait été un peu compliqué après. Ouais. Enfin, je me voyais pas prendre l'avion comme ça tous les mois au dernier moment. Donc oui, on a commencé à préparer faire un suivi de grossesse en France qui a continué en Écosse. Et donc je savais déjà que je sentais plus d'avoir cette contrainte des critères d'admission de maison de naissance. Et puis alors après on allait en Écosse, donc c'était encore un autre monde, ça c'était différent, fallait que je saute à pieds joints dans une nouvelle façon de faire un suivi de grossesse, qui était intéressant parce que c'est très différent, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je peux pas dire que c'est mieux ni moins bien qu'en France, mais c'est différent. En fait, pendant la grossesse de Célestine, du coup, petite Célestine qui est née en maison de naissance, j'ai aussi beaucoup écouté de podcasts qui parlaient de femmes qui ont donné naissance librement, donc sans sage-femme le jour, voilà, sans aide médicale, merci. Alors j'ai écouté ça parce que ça m'aidait vraiment à être en confiance, parce que pour le coup, c'est des femmes qui sont dans la pleine confiance, enfin souvent, et ça m'avait aidé. Et du coup, petit à petit, ça a aussi fait un chemin et je me suis dit, ça, c'est possible que ça se passe comme ça, en fait, pour le deuxième bébé. Et puis, il y a eu plusieurs petites choses qui m'ont aidé et m'ont conforté vraiment dans ce choix. Notamment, un rendez-vous que j'ai eu encore en France avec une sage-femme qui travaillait dans une maison de naissance, où ça s'est très, 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 très mal passé. Et je me suis dit, oh là là, la sage-femme de soutien que je connais pas, je laisse pas de faire confiance à
au hasard et à la chance sur cette rencontre et je veux absolument être avec des gens que je connais. Voilà, donc il y avait ça. Et puis après, il y avait aussi que en Écosse, en fait, quand tu accouches en Écosse, dans le Royaume-Uni en général, il me semble, on te présente d'une façon équivalente, sans jugement de valeur, d'accoucher à la maison, à l'hôpital ou en maison de naissance, comme 3 choix équivalents. Donc c'est incroyable. On espère ça pour les maisons de naissance en France. Mais le désavantage aussi, c'est que là-bas, les sages-femmes, du coup, qui font maison de naissance et à domicile, c'est les mêmes qu'à l'hôpital et le suivi global n'existe pas. Donc tu ne sais pas qui va venir. Et puis si tu tombes au moment où c'est le changement d'équipe, tu auras 2 sages-femmes à la maison, puis tout d'un coup elles partent et il y en a 2 autres qui arrivent. Donc c'est aussi Ah oui, c'est une rotation comme si c'était en maternité c'est ça. en France. Alors je sais pas si c'est vraiment les mêmes sages-femmes. Je sais pas si toutes les sages-femmes de l'hôpital font aussi à domicile, mais en tout cas elles font les 2 et donc ça a plein de super avantages parce que ça veut dire que les hôpitaux sont en cas de transfert, ils sont très ouverts à prendre. Ils vont pas te crier dessus parce que tu as accouché à la maison ou à la maison de naissance, mais voilà, on pouvait pas avoir le suivi global. Donc voilà, c'est ça qui nous a conforté dans un free birth, naissance sans assistance qu'on a fait avec une doula. Enfin, avec 2 doulas, du coup. Et moi, j'avais besoin de ma petite équipe, comme, C'est ce que j'allais te demander. je voulais pas être. Parce que du coup, c'est intéressant comme question parce que nous, souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est pas tant la maison de naissance qui compte que le suivi global. Et donc, je me demandais, toi, comment tu l'avais ressenti du fait d'avoir finalement vécu ces 2 expériences. Est-ce que le fait d'être chez toi dans ton cocon avec ton propre rythme était plus important ou c'est vrai que le suivi global a une forme d'importance que tu regrettes peut-être surtout en dernière? Ah oui, moi j'adorais le suivi global dans le sens d'être chouchoutée et en gros j'ai essayé de reproduire ça. Alors ça a pas marché spécialement avec les sages-femmes. Alors on avait quand même une sage-femme qui faisait le suivi et qui était toujours la même en Écosse. Mais non, en fait, elle a pas toujours été la même parce qu'on a aussi déménagé, donc on a changé. La première, ça se passait très 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 mal. Quand je lui avais dit que j'avais une doula, elle m'avait ri au nez en me disant quoi. Et alors ça c'est très rare parce que normalement, franchement, en Écosse, elles sont super ouvertes aux doulas et tout ça. Donc voilà. Donc on a changé tout le temps de sage-femme et je me suis rendu compte que c'était pas de ce côté, même si elles étaient gentilles et tout, c'était pas elle qui allait me chouchouter, mais par contre on s'est entouré, on a eu 3 doulas en fait dans tout ça qui se sont vraiment occupées de nous super bien. Mais après donc en fait on a déménagé en fait en Écosse, mais quand on a donné naissance c'était dans une yourte et on habitait on était chez des amis en fait à nous qui avaient aussi leur propre yourte. La maman, elle était aussi enceinte du même terme que moi à 2 jours près. Enfin c'était incroyable. Et nos grands enfants ont le même âge. Enfin c'était assez fou en fait comme situation. La grand-mère, c'est elle qui a fait chauffer l'eau pour ma piscine sur le feu pendant toute la nuit parce qu'on avait pas d'électricité, pas d'eau courante et tout ça. Voilà, pas d'eau chaude. Enfin si on avait de l'eau mais froide. Du coup, ouais, c'était un peu ma doula pour le feu, quoi. Il y avait chaque personne avait vraiment son rôle. Il y avait ma doula qui était là. Alors la yourte c'est petit, donc je me disais mais heureusement qu'il n'y a pas les sages-femmes parce que du coup j'étais suivie pour un accouchement à domicile, mais en fait je leur ai jamais dit qu'elles allaient pas venir, mais elles avaient très bien compris. Puis elles m'ont dit bon, si tu nous appelles. Enfin, elles étaient très ouvertes en fait à cette opportunité. Là-bas c'est incroyable. Tu fais un projet de naissance. Le mien il faisait 10 pages. Toute l'équipe l'a lu en fait. Et ils m'ont dit bah oui c'est normal, toute l'équipe le lit. Et puis après on te pose des questions. Elles m'ont dit bon désolé, elles sont venues dans notre yourte qu'on avait emménagé 2 jours avant. C'était pour voir si le lieu était conforme à un accouchement. Donc j'étais très stressée parce que on venait d'emménager dans une yourte, il y a pas d'électricité, il y a rien. J'aurais dit bon bah là on pourra tirer un câble pour l'électricité pour vos ordinateurs. Et elles étaient pas du tout effrayées. Enfin elles m'ont dit bah très bien, l'endroit est parfait. Et puis et elles m'ont dit bah donc on a 2 questions. C'est vrai que tu dis dans ton projet de naissance qu'il faut qu'il fasse très chaud, mais quand même pas trop chaud, hein, parce qu'il faut pas que ça devienne dangereux. Je dis, oui, non, c'est sûr, c'est juste mon anglais qui est pas assez bon. Puis après, elles ont dit, et par contre aussi, tu dis qu'il faut que ce soit très sombre, mais est-ce qu'on pourra quand même avoir notre petite lampe parce qu'il faut quand même qu'on voit le bébé. Oui, vous inquiétez pas, je croyais qu'elle allait me poser des questions. Je me suis dit, oh là là, elles ont des questions, mon Dieu. Et en fait, c'était hyper respectueux et voilà. Puis alors, je les ai appelés après quand Zéphyr est né. Tout s'est passé très vite. C'était 2 fois moins long que pour Célestine. Enfin, souvent pour un deuxième, c'est plus rapide. Et donc, après la délivrance du placenta, je les ai appelées. Elles sont venues à 2 et en plus, c'était des sages-femmes que je connaissais. J'avais de la chance. C'était juste
juste un coup de chance. Ouais, elles étaient super respectueuses et puis elles disaient mais c'est magnifique comme endroit, c'est la première fois qu'on vient dans une yourte, bravo. Enfin, on n'était pas du tout dans le jugement, quoi. J'ai trouvé ça incroyable en fait. Ah, c'est génial. 2 expériences très différentes, mais super intéressantes. Du coup, comme vient de le dire Capucine, c'est très intéressant parce que en fait, ta première expérience, tu l'imaginais pas autrement, mais elle t'a aussi amené, avec le recul, à réfléchir à faire les choses différemment pour ton deuxième accouchement. Est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi? Tout à l'heure, tu nous parlais justement, on a abordé la confiance, on a abordé le lâcher prise, toute cette aventure en fait qui t'a traversé pour la grossesse de Célestine, et puis là, tu viens de nous parler de l'accouchement de Zéphyr. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, peut-être sur tes capacités, sur tes envies, sur la femme que tu étais et que t'es devenue? Oui, quand tu parles de la confiance, du coup, je rajoute rien de nouveau, mais en vue du podcast, j'ai relu toutes mes notes sur la naissance de Célestine, et dedans, il y avait écrit oh merci mon bébé de m'apprendre, de me faire ce travail sur la confiance. Enfin, j'étais vraiment reconnaissante, je crois, de ça. Après, qu'est-ce que ça m'a appris d'autre? Non, j'ai eu l'impression de me plonger dans un monde passionnant. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être addict aux naissances et aux accouchements. Et ça, oui, en fait, la naissance de Célestine, je crois qu'un jour après, je disais déjà que je voulais recommencer. Je crois que ça arrive souvent, et je pense que c'est un peu les endorphines et tout ça. Je crois que c'est addictif, en fait, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je sais pas. Ouais, c'est compliqué de se dire qu'on va s'arrêter. Et après, est-ce que, par exemple, je sais pas si ça a à voir avec la question, mais ça me fait penser à ça. Quand Zéphyr est né, la doula, peut-être le jour même, oui, je crois, direct quelques heures après, elle m'a dit waouh, tu peux être fière de toi. Et là, je l'ai regardée comme ça, je me dis mais ah non mais attends, là on se calme. Je suis pas d'accord d'être fière parce que j'étais tellement choquée. Je crois qu'à chaque accouchement, je suis choquée. En fait, après, j'étais tellement choquée que je dis là, pour moi, ça n'a pas encore sa place, mais on verra plus tard. Mais oui, je pense, je suis fière d'avoir fait ça. En fait, c'est aussi très fragile cette confiance, parce que je trouve que dès qu'on entend quelque chose, un témoignage qui se passe mal, ou parce que ça arrive aussi, bah ça le brise un peu très très vite en fait. Par exemple là, pour l'instant c'est pas prévu qu'on ait un autre enfant. Mais si par, je ne sais quel hasard, on redécidait d'avoir un autre enfant, c'est pas acquis. Je peux pas me dire ah bah c'est bon maintenant je sais accoucher dans une yourte et voilà et on refait. En fait je crois que j'aurais aussi besoin de refaire ce travail de confiance. C'est pas gagné d'avance. Chaque grossesse est unique de toute façon, donc en effet, même si tu as déjà vécu certaines choses, comme tu dis, ça veut pas dire que ça ne peut pas être ébranlé, retravaillé, amélioré avec le temps et chaque vécu. Parce que à chaque fois, t'es une nouvelle personne à un nouveau moment de ta vie. Bah, par exemple, je sais que Sacha, elle disait, mais en fait, il y a aussi, on n'a pas trop de place chez nous pour avoir un autre enfant, et on n'a peut-être pas assez de patience, mais elle disait, mais en fait, si on avait un autre enfant, elle aurait peur elle se dit, mais les 2 naissances étaient tellement comme on voulait, et elle aurait peur que ça marche pas une 3e fois, en fait. Et c'est vrai que, est-ce que... Ça, c'est quelque chose aussi qu'on entend de temps en temps dans nos récits. La crainte que la première fois, ce soit tellement bien passé, les 2 premières fois, que est-ce que ça va être aussi, entre guillemets, idéal la fois d'après ou pas? Que ce soit récit de maison de naissance ou on a eu ça aussi avec des salles nature ou des accouchements à domicile, tu vois? Et c'est vrai que ça questionne parce qu'en fait, comme tu dis, la possibilité que les choses se passent différemment existe. Elle est non nulle, quoi. Au-delà donc de ce que ça t'a appris sur toi, et de ce que tu viens de nous partager, est-ce qu'il y a une chose que tu saurais citer qui a été particulièrement précieuse dans ce suivi global dont tu as bénéficié à la maison de naissance? Ou est-ce que tu as rien de plus à ajouter de ce que tu as déjà dit? Tu vois, tu nous parlais du champ prénatal ou... Bah, le champ prénatal, oui, même si c'était pas lié à la maison de naissance, mais oui, ça c'était incroyable. Et après, en fait, il pourrait y avoir plein de choses. Non, il y avait ces compresses chaudes, là, je trouvais ça ouf. Enfin, moi, ça m'a aidé à ce moment-là, je n'en sais rien. C'est vrai que ça marche. Oui. Et sinon, en fait, le fait d'avoir eu cette préparation, à chaque fois, c'était des rendez-vous qui duraient presque 1 heure. On était juste toutes les 2 en couple. C'était quand même de la chance d'avoir ça. C'est pas comme un cours où on est plein. Après, ça a peut-être ses avantages d'être à plusieurs familles et de pouvoir apprendre à se connaître à ce moment-là. Mais c'est quand même un sacré luxe d'avoir un temps avec une privilégié, avec une sage-femme, vraiment pour nous. Enfin, je trouvais ça quand même fou. Ouais.
Et comme tu disais, en fait, qui connaît parfaitement ton dossier, ton contexte familial et qui te suit du Oui. début de la grossesse et loin en postpartum, quoi. C'est vraiment ça le principe du suivi global. On arrive du coup vers la fin de cette interview et on voulait savoir si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent et qui ont une envie ou sont en train d'être suivies en maison de naissance, mais qui peuvent aussi être un peu balancées comme toi, avec des peurs de devoir rester dans ce chemin étroit, cette crainte d'être exclu, que ce soit en cours de grossesse ou pour une raison X ou Y le jour J. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces personnes-là qui ont cette ambivalence en eux? En fait, je pense que si on se sent bien avec les sages-femmes qui accompagnent, c'est déjà quelque chose de gagné parce que ça dépend ce qui s'offre à nous comme choix, mais d'avoir déjà même si on a ce suivi avec les sages-femmes, même si ça devait s'arrêter, c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire, d'avoir eu un suivi. Après, je crois qu'on est, en tout cas pour l'accouchement, moi c'est ce que je me suis beaucoup dit pour la première grossesse déjà et pour la seconde, c'est que en fait c'est moi qui décide quand même. Et ça, oui, on peut toujours accoucher chez soi. Enfin, si ça nous convient pas à un moment donné, on peut rester à la maison aussi. Donc, et puis même à l'hôpital, on peut. Je pense que c'est difficile, mais on peut imposer ses choix aussi. Donc, Oui, il y a des maternités plus ou moins disposées. Ouais, il faut faire ce qui te convient, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, dans cette idée, quand tu dis le fait d'être suivi par les sages-femmes, et même si ça s'arrête, on aura déjà bénéficié de ça. Faut savoir que même s'il y a réorientation ou transfert, il y a possibilité de conserver le suivi avec l'équipe de sages-femmes de la maison de naissance. Hein. En effet, ce sera pas elles qui vont faire une partie du suivi si par exemple c'est lié à du diabète et donc il faut aller faire certaines consultations à l'hôpital. Elles peuvent quand même assurer le suivi, par exemple, des préparations à la naissance. Ce sera pas, en effet, elles qui seront là le jour J si ça se passe, que ce soit à la maison ou à la maternité. Par contre, elles pourront aussi assurer le suivi en postpartum à la maison, etc. Si après la personne a besoin de rompre le lien pour faire le deuil du projet de maison de naissance, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les sages-femmes de maison de naissance sont tout à fait ouvertes et comprennent toute la dimension et l'utilité du suivi global dont tu as parlé à de nombreuses reprises dans cette interview et qui favorise la chose même si l'accouchement n'a pas lieu en effet à la maison de naissance. En tout cas, maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure et de tout ce qu'elle t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est aujourd'hui pour toi, à tes yeux, une maison de naissance? Ça ressemble un peu à la même chose que ce que j'ai dit, mais un endroit cosy où on peut accoucher avec des sages-femmes qu'on connaît et d'une façon physiologique et qui devrait exister un peu partout. Enfin, on peut rajouter ça aussi. Bah oui, même avec ce que je dis en Écosse. Alors à vrai dire, là où j'ai accouché, il y avait plus de maison de naissance. Je sais pas pourquoi, elle avait disparu, mais il y en a dans chaque hôpital sinon. Donc, il devrait y en avoir pour tout le monde, en fait. Et puis, c'est pour ça que vous faites ce podcast, je crois. C'est ça. Qu'on puisse choisir. Ça serait mon rêve, ouais, qu'on puisse choisir comme en Écosse, entre accoucher à l'hôpital, chez soi, ou à la maison de naissance. Ouais. Sans jugement de valeur, comme ça. Voilà. Oui. Et avec la possibilité, en plus, de bénéficier du suivi global. Alors là, ce serait Voilà, oui. le monde parfait, disons. Oui. Et puis, à la limite, qu'on puisse aussi, je sais pas, moi, peut-être que parfois, on commence avec un choix et puis on se sent plus avec ce choix et qu'on puisse changer d'avis et naviguer entre les trois. Oui. Et puis même, oui, et qu'accoucher à la maison sans sage-femme aussi soit plus... Enfin ça rejoint plus le même sujet, mais que ce soit mieux accepté, parce que moi j'ai eu de la chance en Écosse, c'est bien accepté. Quand j'en parlais, on ne me regardait pas d'un air bizarre. Mais en France, c'est pas comme ça. Surtout sans assistance du tout, oui. Là, tu rentres dans un domaine très très frileux pour les Français. Ouais. C'est dommage, en effet. C'est historique et c'est à travailler dans le temps. Et avant de nous quitter, je vais te poser l'éternelle question que je pose à toutes nos invités. Est-ce que tu aurais une astuce à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent faire un accouchement physiologique? Fermez les rideaux et dites aux gens de se taire. Voilà. Oui. Ça, je crois que c'est une condition sine qua non de la maison de naissance ou presque. Et oui, pour la maison de naissance, c'est déjà... Oui. Oui, mais par exemple, à l'hôpital, je crois que c'est pas gagné. Oui, non, c'est pas pareil. Amener un masque pour se cacher les yeux à l'hôpital. C'est pas pour le moment de la naissance, mais c'est un truc que j'ai fait pour Zéphyr. C'était la doula qui nous avait parlé de ça. Qui s'appelait du belly mapping. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est quand on essaye
déjà, ça, c'est un truc trop bien. Je trouve quand, à la fin de la grossesse, quand une autre personne peut mettre son oreille pour entendre le cœur du bébé. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais parce que toi-même, sauf si tu as un stéthoscope qu'on peut aussi acheter pour écouter toi-même ton bébé hors consultation. Du coup, Sacha, elle écoutait comme ça, et du coup, on essayait de savoir où était le bébé, comment il était installé. Et du coup, le belly mapping, c'est quand tu dessines en fait sur ton corps. On avait pris du maquillage pour enfants. Tu dessines là où est ton bébé, là où est le placenta. Et en fait, une fois que tu l'as dessiné, c'est super concret. Alors après, il va peut-être bouger 2 minutes après, mais ouais, à la fin, il bouge peut-être plus tant que ça les dernières semaines. Il bouge pas énormément, en tout cas. Il bouge sur place, il pousse les parois. Mais c'était trop aidant, en fait, de le voir en maquillage, comme ça, sur mon ventre. Elle avait fait une petite photo. Et du coup, Célestine, notre grande, elle l'avait fait aussi sur son ventre, parce que elle adorait jouer à être enceinte. Enfin, ça, c'est un truc fou, en fait. Les grands enfants, quand il y a une deuxième grossesse, qui jouent à accoucher, qui jouent avec toute cette thématique de la naissance. Mais ouais, c'était trop bien de faire ça. Mais c'est intéressant, comme visualisation. On l'avait pas eu encore, ce conseil. Mais après, rien que d'écouter, en fait, rien que de dire, parce que je l'ai su un peu par hasard, ça, que juste à l'oreille, on peut entendre son bébé, le partant. Quand il devient gros, oui. Parce que ça dépend de la taille. Ouais, c'est pas les sages-femmes qui nous ont dit ça, mais c'était des amis, et je m'étais dit, ah ouais, mais il faut absolument dire à tout le monde, parce que c'est trop bien, en fait, et ça nous aidait vachement à savoir. Je lui demandais, attends, je crois là qu'il a tourné, est-ce que tu peux vérifier? Et du coup, elle écoutait, et elle savait, et du coup, je me disais, voilà, c'est bon, je sais maintenant qu'il est dans ce sens-là. Et ça, c'est trop bien. Alors pour pas inquiéter les gens, je pense que c'est soit quand il a le dos vers le ventre, soit quand il est plus gros, parce que quand il est plus gros, déjà il bouge moins, donc tu peux mieux, et il prend toute la place du ventre, alors que plus petit, il peut être plus au fond. Ah non, mais petit, ça marche pas, c'était vraiment sur la fin. C'est ça, il faut qu'il fasse une certaine... Ah oui, puis si on l'entend pas, non, il faut pas s'inquiéter, c'est pas, ça marche pas à tous les coups de l'entendre, donc ça dépend comment il est posé, en effet. Ouais. Mais écoute, merci pour cette petite, je sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas pour cette idée, moi je trouve ça très poétique de dessiner en effet sur son ventre l'emplacement de son bébé, ou d'aller écouter directement son cœur, si en tout cas il est dans une position favorable à ça. Merci aussi d'avoir accepté de partager toute ton expérience avec nous, qui était très riche et variée. Ton récit avec toutes ces nuances et aussi tous les questionnements qui t'ont traversé et qui ont jalonné tes 2 grossesses contribuent à nourrir la réflexion importante qui est celle de la place de chaque parent en maison de naissance et du chemin que chacun fait en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple et famille. Tout ce que tu nous as confié aujourd'hui nous rappelle que, même dans des lieux qui sont pensés pour l'accompagnement, la bienveillance et même dans le cadre d'un suivi global à l'accouchement, il est quand même essentiel de continuer à interroger la question de l'inclusion et du sentiment d'appartenance. Chaque histoire est vraiment unique et précieuse. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans cette interview, et tu disais que tu t'étais nourri d'écouter plein de récits, qu'ils aient été ou pas en maison de naissance. Du coup, en effet, c'est en écoutant toutes ces histoires qu'on peut faire avancer collectivement cette réflexion. On te remercie donc d'avoir contribué à ça aujourd'hui. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, si tout ça vous a touché ou fait réfléchir, on vous invite évidemment, comme d'habitude, à le partager un maximum, pour ouvrir aux femmes tous ces choix et tous ces droits qui s'offrent à elles, mais aussi pour, on espère, aider à la démocratisation de tout ça sur le territoire français. En tout cas, merci beaucoup Julie pour tout ça. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et bravo pour votre podcast et pour votre travail pour aider les maisons de naissance. Merci. Merci Julie, au revoir. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.